crois que nous allons commencer pour laisser aussi un temps de discussion à l'issue de la conférence. Donc, bienvenue à tous. Et ce soir, on a vraiment l'immense plaisir, comme à chaque fois, d'accueillir M. Georges Poisson. Et c'est sur son initiative, son idée, qu'il nous a proposé cette conférence que nous avons acceptée avec beaucoup de bonheur. Alors, je crois qu'on ne présente plus M. Poisson, mais je voudrais quand même dire quelques mots pour ceux d'entre vous, peut-être, qui le connaissent moins bien que d'autres. Donc, M. Poisson, historien spécialiste du XVIIIe siècle, également spécialiste d'histoire de l'architecture, conservateur général du patrimoine, ancien professeur de l'école du Louvre et de l'université Paris 3. Monsieur Poisson a passé un grand nombre d'années à la tête du musée d'Île-de-France, donc au château de Sceaux, auquel il a donné une importance et un renom sans commune mesure avec ce qu'il était à l'origine. Monsieur Poisson est aussi un défenseur acharné des monuments et des sites, a mené de nombreuses campagnes couronnées de succès, je n'en citerai que deux: le sauvetage avec Alain Decaux du château de Monte Cristo, la restauration aussi de la grande perspective de Meudon, et aussi beaucoup d'autres campagnes en tant qu'administrateur de la fondation Goury-Lafon. Fondateur de la Société Saint-Simon, M. Poisson est aussi l'auteur de nombreux ouvrages, en particulier sur Versailles, bien sûr, dont chez Perrin, La grande histoire de Versailles, paru en novembre 2018. Donc une séance de vente dédicace est proposée à l'issue de la conférence. Je remercie la Librairie des Princes d'être là, fidèle au poste, avec notamment donc, le dernier ouvrage de M. Poisson, La grande histoire de Versailles, mais aussi quelques autres ouvrages. Donc l'histoire d'aujourd'hui que M. Poisson a souhaité vous raconter est celle d'une princesse du grand siècle qui n'avait pas sa langue dans sa poche et nous a légué, pour notre plus grand bonheur, une abondante correspondance. Donc telle était Madame Palatine, et je laisse la parole à M. Georges Poisson. Élisabeth Charlotte de Bavière, princesse palatine, qu'il vaut mieux appeler de son titre officiel qui est Madame, est un personnage célèbre, mais souvent mal jugé, si tant est qu'en histoire on puisse juger les personnages. On l'a longtemps présenté comme une grossière allemande rustique, mangeuse de choucroute, c'est exact. Ceci jusqu'au livre qu'a fait paraître mon ami Dirk van der Kreuz, professeur à l'université d'Anvers, il y a déjà plusieurs années, où il a vraiment rétabli le portrait de cette grande dame européenne, pleine de bon sens, extrêmement cultivée, et dont nous avons conservé, dont il a été conservé 60 000 lettres, dont à peu près le tiers en français. De ces 60 000, il n'y en a encore qu'un dixième qui a été publié. Nous aurons peut-être l'occasion de revenir sur cette question. C'est donc des lettres écrites dans un langage d'une verdeur dont j'oserais peut-être vous citer quelques exemples en vous présentant mes excuses. Et c'est un langage qui a été longtemps considéré comme un exemple du pittoresque de la dame. Alors qu'en réalité, ce langage fait partie d'une biographie souvent douloureuse et attendrissante, et on reviendra justement sur le motif de ce langage. L'histoire commence avec Jacques Ier, roi d'Angleterre, qui a marié sa fille Élisabeth à l'électeur palatin Frédéric V. Le Palatinat était à cette époque-là un petit État réparti sur les deux rives du Rhin, au nord de l'Alsace, avec Heidelberg comme capitale et Mannheim, Worms, Speyer comme autre ville. Dans ce petit État, les nouveaux époux ont fait une joyeuse entrée, mais très vite, les choses vont se transformer, car les bohémiens révoltés contre l'Empire ont eu l'idée d'élire Frédéric de Palatinat comme roi de Bohême.
Il aurait mieux fait de ne pas accepter. Or, il a accepté, il a été très vite complètement battu à la bataille de la Montagne Blanche, ce qui lui a valu le surnom de Roi des Neiges. Et c'était le début de la guerre de 30 ans, le couple princier a dû fuir et s'est exilé en Hollande, où Frédéric V est mort en 1632, et c'est son fils, Karl Ludwig, qui, au traité de Westphalie, a récupéré un Palatinat un peu réduit, parce que les voisins en avaient profité pour se servir, bien entendu, et en même temps complètement dévasté, et dont il a été vraiment le grand reconstructeur. En 1650, il épousait Charlotte de Hesse-Cassel, qui très vite s'est révélée insupportable, superficielle, altière et passablement stupide. Malgré ses défauts, le couple a eu 2 enfants. En 1652, Élisabeth Charlotte, qui nous concerne ce soir, et un garçon. Très vite, l'électeur palatin n'a pas pu supporter ce mariage, et on voit apparaître une concubine, Louise de Degenfeld, et ainsi commencer au palais princier une cohabitation infernale. Les serviteurs du château d'Heidelberg touchaient des gages modestes parce que les ressources du Palatinat étaient restreintes, mais ils aidaient tous les jours au spectacle. Finalement, l'électeur a voulu répudier son épouse, ce que le culte luthérien lui permettait, à condition, c'est la condition du divorce luthérien, c'est que la femme accepte. Or, bien souvent, la femme n'accepte pas cette répudiation. Et en conséquence, la concubine Louise de Degenfeld a eu finalement 13 enfants de l'électeur palatin, à qui l'on a donné ce titre moitié chèvre, moitié chou, de Rograve. Et Élisabeth Charlotte, notre Liselotte, aimera beaucoup ses demi-frères et sœurs avec lesquels elle correspondra très souvent. Alors pendant ce temps, Liselotte avait grandi et sa première lettre est écrite par elle à l'âge de 7 ans. Et très vite, elle a affirmé sa personnalité. Elle serait bonne à manger, disait son parrain, si on pouvait la faire rôtir comme un petit cochon de lait. En effet, cette première lettre est le début d'une correspondance de 63 ans et qui va occuper 60 000 lettres. Donc, très vite, elle affirme sa personnalité. Je suis, disait-elle, un Rauschenplattenknecht, c'est-à-dire une feuille qui brille au vent. Je me suis jamais demandé si je suis belle ou laide, et je n'ai jamais aimé faire ma toilette. Elle se trouve donc, dès l'enfance, tiraillée entre père et mère. Heureusement, elle est invitée par sa tante, la duchesse de Hanovre, la tante Sophie, qui l'invite à Hambourg. C'est le début d'une amitié et d'une correspondance qui vont durer pratiquement toute la vie de Liselotte. Elle reste 4 ans chez les Hanovre, où elle y reçoit une éducation soignée, et elles resteront amies jusqu'à la mort. Pendant ce chapitre de sa vie, elle écrit à son père, très souvent, sa mère aussi un peu. « J'écris comme je parle, dit-elle, car je suis trop naturelle pour écrire autrement que je pense. » Elle revient à Heidelberg en 1663 à 11 ans, et
tout de suite s'affirme cet amour profond pour son pays qu'il l'habitera toute sa vie et qui sera beaucoup déçu. Mais on commence à parler mariage. On parle une fille princière qui a 12 ou 13 ans, on commence déjà à vouloir la marier. Alors, on énumère les noms de quelques princes, mais finalement, Anne se produit à la cour de France en 1670 à Saint-Cloud. C'est Madame se meurt, Madame est morte. Duchesse de Bourgogne succombe à un mal défini. Or, son mari, monsieur, frère de Louis XIV, avait reçu une éducation de cadet. Il fallait absolument donner au cadet de la couronne une éducation qui lui permit de succéder à son père, à son frère, au cas où le malheur arriverait. Et il avait accepté de cette éducation tout en développant des mœurs dont il ne se cachait pas et dont il était un peu le héros à son époque. Donc il fallait le remarier. Et Louis XIV s'y prend tout de suite. Et dans un salon de la cour où on parlait de la mort de la duchesse d'Orléans qui venait de se produire, Louis XIV lance à sa cousine, la grande mademoiselle, « Voilà une place à prendre, la voulez-vous » La grande mademoiselle, qui avait quand même 13 ans de plus que le duc d'Orléans, hésitait d'autant plus que son cœur était pris elle se consumait d'amour pour Lauzun. Je ne dirais pas le beau Lauzun, il était affreux. Donc elle renonce très vite à cette perspective, et c'est à ce moment-là qu'intervient Anne de Gonzague, tante de Liselotte, qui était une grande marieuse. Elle faisait beaucoup de... elle provoquait beaucoup de mariages. Et Louis XIV voit dans ce mariage avec la fille de l'électeur de Bavière, de Palatinat, le moyen de soutenir sa politique allemande. Et en même temps, l'électeur lui-même, Karl Ludwig, était ébloui à l'idée de marier sa fille au roi de France, de hisser sa fille sur le trône de la plus grande reine d'Europe. Donc très vite, l'union est conclue. On constitue le trousseau de la mariée, qui est encore très maigre, et elle se plaindra par la suite qu'on ne lui a donné que 6 chemises, ce qui est peu évidemment pour une princesse qui en change 2 fois par jour. Et la séparation avec son père a lieu à Strasbourg en novembre 1671, et le mariage à Metz subit de l'abjuration. J'aurais pu dire à Metz, écrira Liselotte, que de sacrements à la fois. Car en une journée, on me fit me confesser, communier, me marier et recevoir la confirmation, tout cela étant considéré comme des sacrements. Désormais, elle est madame, et ce nom cette appellation de princesse palatine que l'on trouve souvent n'était guère employée à Versailles. Et la rencontre avec son mari, puisque le mariage a déjà été célébré par procuration, a lieu à Châlons. Et quand monsieur voit de loin arriver cette fille assez carrée, assez solide, il confie à ses seigneurs qui l'accompagnent: comment est-ce que je vais pouvoir coucher avec elle? En effet, elle a la surprise de découvrir en face d'elle un petit homme ventru, couvert de pierreries, de dentelles, de bijoux, alors qu'elle, d'après Spanheim, dont nous avons les souvenirs à Versailles,
Elle avait une taille belle et libre, un port dégagé, un air ouvert et aisé, un visage qui, sans avoir les traits d'une beauté délicate et régulière, ne laissait pas d'avoir de l'agrément, de la noblesse et de la douceur. Autrement dit, elle est en quelque sorte plus appétissante que belle. Et monsieur n'était guère sensible à ce genre de physique, d'autant plus qu'il va très vite constater qu'elle n'aimait ni les bijoux, ni les colifichets, ni les dentelles, ni les rubans. Il détestait tout ce genre de choses. Et encore moins les onguents. Quand le jour où son mari veut lui mettre de la pommade blanche sur la figure pour effacer le coup de soleil ou les rudes, on ne sait pas très bien, elle refuse catégoriquement. Je préfère avoir des rides que des drogues blanches plein la figure. Elle renâclait pour se mettre en grand habit le soir, et les jours de réception, monsieur devait lui-même essayer de cacher sous la poudre, le rouge et les bouches le teint de colporteur de son épouse. Je fis toujours la meilleure mine possible, écrira-t-elle. Mais je voyais bien que je ne plaisais pas du tout à mon Seigneur, ce qui n'était pas un tour de force, laide comme je suis, so hässlich wie ich bin. Mais je pris la résolution de vivre si bien avec sa dilection, c'est comme ça qu'elle l'appelait, qu'elle s'habituerait à ma laideur et qu'elle me supporterait, ce qui est arrivé à la fin. Alors elle découvre les résidences royales. Saint-Germain, avec son site extraordinaire, où elle assiste à la fin de la carrière de Molière, Versailles qui est encore tout jeune, et en même temps les propriétés de son mari, Saint-Cloud qui est encore une adorable petite maison construite par les Gondy, et le Palais Royal que Liselotte n'aimera jamais. Le Palais Royal, écrit-elle, pue que le pissa qu'à en crever. Pue le pissa à en crever. Si on donne la parole à Saint-Simon, il nous dira le goût de monsieur n'était pas celui des femmes et il ne s'en cachait même pas. Ce même goût lui avait donné le chevalier de Lorraine pour maître et il le demeura toute sa vie. Il mena monsieur le bâton haut, fut comblé d'argent et de bénéfices et demeura toujours publiquement le maître chez monsieur. En effet, le chevalier de Lorraine et le marquis d'Effiat, qui sont vraiment des gens imprégnés de vices, c'est le plus mauvais côté de la cour des courtisanes de Louis XIV, représentent la catégorie la plus déplaisante de cette cour, et ceux qui les imitent ne les manquaient pas. Ces deux mignons, comme on les dit, sont couverts par le duc d'un ruissellement d'or, alors que madame est toujours réduite à portion congrue. Je n'ai, écrit-elle, que 100 pistoles par mois. Au bout de 8 jours, il ne me reste plus rien. Notons tout de même qu'elle vit dans le luxe, avec un train de maison considérable, et que ces 100 pistoles qui sont son argent de poche, représentent le salaire mensuel de 20 ouvriers. Mais malgré tout, évidemment, elle est tout à fait soumise à la volonté de son mari. On lui constitue une maison que d'ailleurs avec fermeté, toujours consciente de son rang, elle sait rapidement mettre au pas. Et elle sait raison garder et manifestant son bon sens, qui est sa principale qualité. Et le bon sens était rare à l'époque, à la cour.
Donc s'ouvrent pour elle des années en quelque sorte souriantes, qui se passent à Saint-Germain, soit au Château Vieux, soit au Château Neuf, à l'été à Saint-Cloud, un peu à Versailles de temps en temps, et puis Louis XIV chasse et emmène sa belle-sœur. Et le roi, qui a horreur des petites natures, est enchanté d'avoir dans sa famille une femme saine et sportive qui partage son goût du grand air, des chevaux, des chasses, de la forêt, une femme qu'une bonne averse et que le grand soleil n'effraie pas. Je sais bien, écrira-t-elle, ce que c'est que d'être brûlée à la glace par le soleil, car il m'est arrivé souvent d'être au soleil depuis 5 heures du matin jusqu'à 9 heures du soir, et de rentrer à la maison rouge comme une écrevisse, le visage tout brûlé. C'est pour cela que j'ai encore à présent la peau si râlée et si rude. Mais c'est en même temps la présence obligatoire à la cour, au souper, au grand habit tous les soirs, tous les jours, présence obligatoire à la messe où madame a tendance à s'endormir, mais le roi la réveille d'un coup de coude. Et au cours de cette messe, le père Bordeloup prêche de façon si émouvante que le maréchal de Gassion, transporté d'enthousiasme, s'écrie en pleine chapelle « Mordieu, il a raison !» Tout le monde plonge le nez dans son missel pour essayer de se cacher, mais Liselotte s'éclate d'un bon rire franc qui se propage sur les autres rangs. D'autre part, madame manifeste sa passion pour le théâtre, elle aime Corneille, elle aime Racine, elle aime surtout Molière, elle voit 20 fois les femmes savantes. Chapitre plus délicat qu'il faut aborder, monsieur et madame ont au moins une chose en commun, ce que le siècle appelait les douceurs du mariage, les laisse tous les deux totalement indifférents. Au début, ils sont poussés par les nécessités de la procréation. Et cela vaut, de la part de madame, une lettre célèbre beaucoup plus récente que les événements qu'elle raconte. Feu monsieur m'a fait rire une fois de bon cœur. Il apportait toujours au lit un chapelet d'où pendait une quantité de médailles et qui servait à faire ses prières avant de s'endormir. Quand cela était fini, j'entendis un grand cliquetis de médailles comme s'il les promenait sous la couverture. Je dis, Dieu me le pardonne, mais je soupçonne que vous faites promener vos reliques et vos images de la Vierge dans un pays qui lui est inconnu. Monsieur répondit, taisez-vous, dormez. Car à Versailles, on ne se tutoyait pas, même au lit. Une nuit, continue madame, je me levai avec douceur et je dirigeais la lueur du bougeoir dans le lit comme il promenait ses médailles. Je lui dis en criant « Pour le coup, vous ne sauriez plus me le nier !» Monsieur a ri aussi et a dit « Vous qui avez été huguenote, vous ne savez pas le pouvoir des reliques et des images de la Sainte Vierge. Elles garantissent de tout mal les parties qu'on en frotte. » Je répondis, je vous demande pardon, monsieur, mais vous ne me persuaderez point que c'est honorer la Vierge que de promener son image sur les parties destinées à ôter la virginité. Monsieur ne put s'empêcher de rire et dit, je vous en prie, ne le dites à personne. Est-il besoin d'ajouter à ce dialogue que monsieur ne s'est jamais soucié d'éveiller la sensualité de son épouse. Finalement,
médaille ou pas, Madame tombe enceinte à l'automne 1672 et elle est hantée par la mortalité infantile qui, vous savez, bat son plein à Versailles, en grande partie par la faute des médecins. Et elle écrit à Sophie: quand cet œuf sera enfin éclos, je voudrais pouvoir l'envoyer par la poste. Ici, aucun enfant n'est en sécurité, puisque les médecins ont déjà expédié 5 enfants de la reine dans l'autre monde. Monsieur dit lui-même que 3 des siens furent expédiés de même. Autre problème pour Madame. Le chevalier de Lorraine, qui avait été exilé par Louis XIV, est gracié par le roi. Il revient un peu gâté par ses excès italiens. Madame prétend qu'il communiquera une belle maladie à monsieur, qui la lui repassera à elle. Il faut vraiment bien croire cette franchise désarmante. Dans le couple Philippe d'Orléans, chevalier de Lorraine, c'est le second qui est le dominateur. À tel point que Louis XIV, qui a les homosexuels en abomination, se sert quelquefois du château de Lorraine pour briser les velléités d'indépendance de son frère. Monsieur, qui est capable de tenir tête au roi quelquefois, ne s'est jamais rien refusé au chevalier de Lorraine, celui que l'on appelle l'archimignon. Le 2 juin 1673, Madame accouche d'un premier garçon, titré le duc de Valois, qui est jugé par sa mère sans indulgence. Ses oreilles, écrit-elle, avec votre permission, puent comme du fromage trop fait. Le 2 août 1974, naissance d'un second garçon, Philippe, duc de Chartres, qui voit le jour sous de joyeux auspices. Sa mère accouche toutes fenêtres ouvertes dans sa chambre remplie de gens jouant au hoka. Le bébé s'accroche à la vie, il deviendra régent de France. Le duc de Valois, son frère aîné, mort, et c'est pour Madame l'occasion de dire du mal, une fois de plus, des médecins. Il vous tire du sang comme un cochon quand on fait du boudin, écrit-elle. Puis vient ensuite une fille, qu'on appellera mademoiselle, et dès lors, monsieur estime avoir rempli son devoir dynastique. Et cet homosexuel avait eu finalement 6 enfants en 2 mariages. Eh bien, il décide qu'il est temps de faire chambre à part. J'étais bien aise, écrit sa femme, car je n'ai jamais aimé la corvée de faire des enfants. Quand sa dilection me le proposa, je répondis « Oui, de bon cœur, monsieur, j'en serais très contente, pourvu que vous ne me haïssiez pas et que vous continuiez à avoir un peu de bonté pour moi. » Alors, monsieur et son chapelet sont remplacés dans le lit de madame par une nichée de petits épagnols qui se pelotonnent contre elle. De ma vie, écrit-elle, je n'ai jamais entendu parler d'une couverture d'édredon. Ce qui me tient bien chaud dans mon lit, ce sont 6 petits chiens couchés autour de moi. Pendant ce temps, Louis XIV, malgré la surveillance d'Athénaïs de Montespan, dont la vogue déclinait, papillonne parmi les demoiselles d'honneur de madame, à Saint-Cloud ou au Palais Royal. C'est d'abord la belle Ludre, madame la belle Ludre, dont il se lasse car elle est un peu discrète et qu'elle zézait horriblement.
Puis mademoiselle de Fontanges, qui est une somptueuse rouquine, qui devient duchesse, mais qui lasse le roi par sa bêtise. La Fontange, écrit madame, était un stupide petit animal, mais elle avait un très bon caractère et était jolie comme un ange. Madame n'était pas fâchée de battre ainsi en brèche le pouvoir de madame de Montespan, qui poussait de grands cris et qui courait chez les marchandes de philtres pour essayer de regagner la faveur du roi. Elle devenait énorme et rougeaude, et madame de dire entre deux portes, elle commence à me ressembler. Vers 1675, madame écrit « Le roi est venu me prier de permettre à madame Scarron de manger une seule fois avec moi pour couper la viande au duc du Maine, encore enfant. » Elle accepte, elle ne veut pas faire autrement, mais elle accable de son mépris la veuve Scarron, c'est cette veuve de poète crotté, laquelle se vengera. Et puis en 1676 débutent les travaux d'agrandissement de Saint-Cloud. Monsieur a fait appel à Mignard, le rival de Lebrun, et Mignard a commencé tout le décor de la grêlée de Saint-Cloud, que madame fait admirer au roi, qui d'un air pincé lui dit « Je souhaite fort que les peintures de ma galerie de Versailles répondent à la beauté de celui-ci. » Autrement dit, Louis XIV était condamné à faire mieux que Versailles. Il n'était pas question, dans l'esprit du roi, d'avoir un château qui soit aussi égal que Versailles. Versailles devait dominer automatiquement. Donc, si vous voulez, c'est un peu à Saint-Cloud, à l'époque, que l'on doit Versailles tel qu'il est devenu. Saint-Cloud, c'est en effet la résidence préférée de madame, où la vue sur la Seine lui rappelle Heidelberg. Elle s'est installée dans un cabinet à 3 fenêtres sur le balcon, avec son écritoire, ses monnaies, car elle collectionne les monnaies, et ses livres. C'est une grande lectrice. Elle dévore tous les romans français à la mode. Astrée, la Clélie, le grand Cyrus. Je ne vous conseille pas de l'imiter. Mais à l'été 1680, on apprend la mort subite de Karl Ludwig, prince palatin. Madame de Sévigné écrit « Le père de madame est mort ». Un gros Allemand le dit à madame sans aucune précaution. Voilà madame à crier, à pleurer, à faire un bruit étrange. Son fils, le frère de madame, lui succède. En même temps, les travaux de Saint-Cloud s'achèvent, que monsieur meuble avec un luxe étourdissant, menant un train de sultan. Il va entre 1680 et 1699 y donner 11 fêtes triomphales où se pressaient des femmes affrontées et des hommes enrubanés, tous les uns et les autres soucieux de conquérir, de se donner ou de se vendre. Madame regarde sans approuver, mais elle sourit quelquefois. En mai 1682, après une nouvelle halte à Saint-Cloud, le roi transfère la cour à Versailles. C'est l'apogée et c'est aussi le début du destin. Pour madame, qui est logée dans un des plus beaux appartements, le ciel a commencé à se couvrir. Son manque de souplesse, la veulerie de monsieur, la hargne des mignons vont avoir raison de l'hésitante complicité qui avait uni jusqu'à monsieur et madame pendant 10 ans. Ce qui fait que le 21 juillet 82,
Madame écrit « Je suis quinteuse comme un vieux chien et je crois que depuis un an, le diable a pris ici figure humaine pour me faire sortir de ma peau. » On éloigne ses fidèles, on cherche à la brouiller avec son mari. Elle, du coup, elle s'enferme dans son cabinet avec ses petits chiens, ses livres et ses monnaies, et elle se livre à sa boulimie épistolaire. Elle a écrit plus de lettres que Voltaire, qui est pourtant célèbre dans ce domaine. L'écritoire plutôt, est pour elle un exutoire, un oubli. C'est aussi une vengeance, et nous en parlerons. Sur de grandes feuilles de papier Hollande, à tranches dorées, qu'elle cachait ensuite de cire rouge à ses armes, elle écrit en allemand ou en français, alternativement, à Hanovre, à Londres, à Turin, à Madrid, à Berlin, à Francfort, à Bayonne, à la reine d'Espagne, à la reine de Prusse, à la princesse de Galles, à la duchesse de Savoie, au pape, à la ribambelle de ses demi-frères et sœurs, les Rograves, au philosophe Leibniz. Elle raconte tout ce qu'elle a vu ou fait, elle donne ses réflexions et juge ses jugements sur les comment dirais-je, elle les émaille de locutions populaires allemandes. L'amour, écrit-elle, est comme la rosée, il tombe sur une bouse de vache comme sur les pétales de rose. C'est un océan épistolaire qui donne le vertige. Pour elle, c'est l'évasion quotidienne. Alors, beaucoup de ces lettres n'ont jamais été publiées. Les lettres en français ont été publiées par Dirk van der Kreuz. Mais les lettres allemandes, en allemand, dorment encore beaucoup dans des archives princières. Si on a renoncé jusqu'ici à en donner une édition générale, c'est que Madame écrivait à beaucoup de gens et souvent leur disait la même chose aux uns et aux autres. Alors on retrouve d'une lettre à l'autre le même paragraphe. Alors que faire? Le publier? Le couper? On n'a jamais réussi à résoudre ce problème. Bon, j'espère qu'on le réussira un jour. Les attaques continuent contre elle. On l'accuse même de coucher avec un de ses officiers. Elle fait un vacarme du diable. J'ai besoin, écrit-elle, de crier ma joie ou de hurler ma douleur. Et finalement, elle parle de se retirer à l'abbaye de Maubuisson, qui est dirigée par une de ses cousines. Du coup, Louis XIV se rebiffe et lui déclare « Vous êtes madame et obligée de tenir ce rôle. Je ne veux point vous tromper en le démêlé que vous pouvez avoir avec mon frère. Si c'est de lui à vous, je serai pour lui. Mais si c'est des autres gens à vous, je serai pour vous. » Cela n'apaise pas les intrigues et Madame commence à clamer qu'on l'empoisonnera comme la première Madame. Malgré l'entremise du roi, Monsieur restait influençable comme une cire molle et Madame inflexible comme une bourrique, forte de sa formidable innocence. Droite et franche, elle n'a jamais tout à fait compris qu'il ne suffit pas d'être irréprochable pour être à l'abri des insignations. C'est un vieux sanglier solitaire et plus porté à la charge qu'à la feinte, il se défend à coups de boutoir, quelquefois maladroit. L'entremise du roi provoque tout de même une courte accalmie, mais une autre ombre se profile. La veuve Scarron,
la veuve Scarron, que le roi a instituée Madame de Maintenon et que la cour commence à appeler Madame de Maintenon, et qui est devenue la maîtresse du roi, à une date sur laquelle on s'interroge. Et quelque temps après cette échéance, voit arriver subitement un drame en 1683, la mort brutale de la reine. Mort qui est suivie très rapidement, au bout de quelques semaines, du mariage de Louis XIV et de Madame de Maintenon, mariage qui est secret, qui est soupçonné à Saint-Cloud, où il est accueilli avec une égale fureur, car s'il y avait bien un goût que partageaient monsieur et madame, c'était celui du rang. Et voir l'ancienne gardienne des dindons de madame de Neuillan devenir pseudo-reine de France, c'est pour eux une humiliation sans pareille. Dès lors, pendant 6 ans, dans sa correspondance, ça va être un torrent d'injures que l'on a appelé la haine du siècle. Madame de Maintenon y est traitée de qualificatifs divers qu'il faut énumérer dans leur crudité. Mausdeck, crotte de souris. Veuve de cul-de-jatte, qu'elle écrit cul de chatte. Fumier dont le roi est réduit à humer la puanteur. Ripopée, c'est un mélange peu ragoûtant de vin et de sauce. Avorton, truie, sorcière, empoisonneuse, vieille guenille, vieille ordure, vieille loque, vieille casserole, vieux borborigme. L'injure la plus grosse, qui revient souvent, est « die alte Zott ». Die alte Zott, c'est, j'ose traduire, la toison intime de la femme. C'est une litanie d'injures célèbres qui est souvent citée et qui a souvent été traitée comme une manifestation du pittoresque de madame. On a voulu la juger uniquement à travers cet emploi d'injures. Or, il y a 2 points qui sont rarement signalés. D'abord, ces injures sont seulement en allemand. On ne les trouve pas dans les lettres en français. En effet, elle utilise sa langue maternelle pour traduire ses sentiments profonds, mais quand elle écrit en français, elle témoigne de la déférence pour le pays qu'il a accueilli. Et puis, le second point peut-être plus encore, pourquoi ces injures? Eh bien, c'est parce qu'elle est malheureuse. Et les injures sont la seule façon, domestiquée comme elle est, pour exprimer sa colère, son regret, son chagrin, son impuissance à protester. Elle se plaint en injuriant. C'est la seule chose, la seule expression qu'elle puisse se permettre. Et pour cela, bien entendu, elle se doute que ces lettres seront lues par le cabinet noir, et elle écrit « Si l'on est assez curieux à la poste pour ouvrir cette lettre et la lire, on y verra mon opinion, cela m'épargnera la peine de le dire. » Et Maintenon sera immédiatement, bien entendu, informée, et elle va être directement responsable de la mésentente entre le roi et madame. Madame de Maintenon rendait la monnaie de la pièce. Et madame s'en rend compte. Je dois avouer, écrit-elle en mai 85, que j'en veux très fort au roi de me traiter comme une femme de chambre, ce qui conviendrait mieux à sa Maintenon qu'à moi, car elle est née pour cela, mais pas moi. Elle la rend responsable de toutes les difficultés du règne. C'est sur son ordre que les troupes françaises pillent et incendient.
C'est elle qui a fait, dit-elle, empoisonner Louvois et Mansart. Un bandit, écrit-elle, qui nous délivrerait de la vieille ripopée, je le tiendrai pour honnête homme et demanderai qu'il soit anobli. Et le roi, poussé par son épouse, va jusqu'à lui faire laver la tête par son confesseur. Qu'est-ce qu'on lui reproche comme crime ? Elle a dit au dauphin qu'elle pourrait le voir tenu des pieds à la tête et qu'il ne la tenterait pas. On la comprend. Et d'ailleurs, c'est du Molière, ça se trouve dans Tartuffe. Elle accepte que ses filles d'honneur aient des amants. Cela s'était toujours fait. C'était un peu le métier de ses filles d'honneur. Elle a plaisanté les amours de la princesse de Conti. Il y avait matière. Alors, elle se tire de cet entretien avec son confesseur et immédiatement après, on apprend la mort de son frère, l'électeur de Palatinat, sans descendance. Cette mort, c'est une catastrophe pour les Palatinats. Et l'année 1685 est le fertile en drame. C'est d'abord le 17 octobre la révocation de l'édit de Nantes. Madame, qui est une ancienne huguenote, est très tolérante. Elle dit « Moi, j'ai mon petit religion à moi ». Et elle continue à lire la Bible. Et elle écrit « La vieille machin, vous savez, et le père de la chaise ont persuadé le roi que tous les péchés qu'il avait commis avec la Montespan seraient absous s'il harcelait et chassait les réformés et que c'était le chemin qui le conduirait au paradis. Le pauvre roi l'a cru fermement, car de sa vie, il n'avait jamais lu un seul mot de la Bible. » Peut-être n'a-t-elle pas tout à fait tort. Il ne faut pas oublier que l'époque croit à une sorte de marché avec l'Église. L'observation des rites catholiques compense en grande partie les fautes qu'on peut commettre par ailleurs. Quant à ceux qui devaient revenir à Madame de l'héritage de son frère, naturellement c'est son mari qui en dispose. Il était stipulé, écrit-elle dans le testament, qu'on me donnerait soit la tenture de Jules César, c'est-à-dire des tapisseries, soit les médailles. Moi, j'aurais choisi avoir les médailles. Mais monsieur, qui ne connaissait rien aux médailles, disait « Je vous baise les mains, les médailles ne seraient que pour votre divertissement, et je ne m'en soucie pas, mais j'ai besoin de tapisserie, et je veux celle de Jules César. Je suis le maître de la communauté, c'est à moi de choisir. » Et ainsi, quelques-unes des plus belles tapisseries et peintures du château d'Heidelberg allèrent orner l'appartement du chevalier de Lorraine au Palais Royal. Mais c'est 1688 qui apporte le plus grand drame. Louis XIV entame la guerre en Allemagne et, sur proposition de Louvois, il décide de transformer en glacis le Palatinat, pays ami, pays de sa belle-sœur. C'est une des plus capitales erreurs du roi dans son règne. Cette transformation, ça veut dire des villes et villages incendiés, les récoltes brûlées, les maisons pillées, les volailles razziées, les filles violées, les paysans rançonnés se groupant autour de leur curé ou de leur pasteur pour essayer de protéger les quelques bêtes épargnées. Le commandement de l'armée, de cette armée dévastatrice, avait été confié, au moins symboliquement, au dauphin, fils de Louis XIV. Et un jour, Monsieur de Montausier, qui était un parfait gaffeur, se met à complimenter Madame. « Madame, Monsieur le Dauphin est votre chevalier.
Il va vous conquérir votre bien et vos terres. Il rencontre un silence glacé. Il me semble, madame, que vous recevez bien froidement ce que je vous dis. Madame, répond la fière Allemande, il est vrai, monsieur, il est vrai que je reçois froidement ce que vous me dites, parce que vous me parlez de la chose du monde de quoi j'aime le moins à entendre parler. Car je ne vois pas qu'il me revienne grand profit que mon nom serve pour la perte de ma patrie, et bien loin d'en ressentir de la joie, j'en suis bien fâché. Je n'ai pas l'art de dissimuler, mais je sais me taire. Ainsi, si l'on ne veut pas que je dise ce que je pense, il ne faut pas me faire parler. Tout le Palatinat est ravagé, d'Heidelberg est détruit. Louis XIV a soulevé une haine qui mettra des siècles à s'éteindre. À Stuttgart, la population s'empare de 15 déserteurs français, les taille en morceaux littéralement, et les morceaux sont vendus à l'étal des bouchers. Madame est suffoquée de douleur et elle n'a pour consolation que les ricanements de monsieur et des Bignons. On lève sur ceux des habitants du Palatinat qui n'avaient pas encore tout perdu une taxe supplémentaire appelée Orléansgeld, impôt des enfants des Orléans, dont madame, bien entendu, ne voit pas un liard et qui est distribué aux mignons. Crucifiée, blessée jusqu'au tréfonds de l'âme, elle se replie sur elle-même dans son cabinet. Mon parti est pris. Je laisserai passer désormais les choses comme elles viennent et ne penserai qu'à ma santé. Bien que je ne sois plus jeune, la vieille, etc., est plus âgée que moi. J'espère que j'aurai, avant ma fin, le plaisir de voir crever la vieille diablesse. Elle sera exaucée comme nous le verrons. Nouveau drame, la promotion du Saint-Esprit du 31 décembre 88. Malgré son horreur pour les mignons, le roi confère le ruban bleu, réponse du courage, du service, de la loyauté, au chevalier de la reine et au marquis d'Effiat. Le roi avait manifestement une idée derrière la tête. Or, il fallait nommer un nouveau gouverneur au duc de Chartres, 15 ans, et monsieur, inconscient, songeait au marquis d'Effiat. Alors, madame réagit en lionne qui défend son petit. Elle va trouver son roi. Et finalement, elle le prêche. Elle lui dit enfin, Effiat, qui a toujours dans sa chambre du palais royal pleine de putains et de jeunes garçons, et qui va apprendre à son fils ce qui est le plus horrible au monde. Et le roi accepte, lui donne raison, et on trouve pour le duc de Chartres un gouverneur impeccable. Mais madame avait conjuré l'effet et non la cause. On commence à parler du mariage de Chartres avec mademoiselle de Blois. Mademoiselle de Blois, c'est la fille légitimée de Louis XIV et de madame de Montespan. C'est une bâtarde aux yeux de monsieur et madame qui exècrent cette race. Et madame commence par essayer de dire tout ce qu'elle peut de sa future belle-fille. Elle ressemble, écrit-elle, avec votre permission, à un cul comme 2 gouttes d'eau. Mais elle ne se laisse pas abattre. On fait ce qu'on peut, écrit-elle encore, pour me réduire, mais je suis une noix plus dure. Avant que les vieilles femmes m'aient bouffé, elles pourraient bien perdre quelques dents. Mais Louis XIV poursuivait son projet de mariage et par Lorraine, il gagne son frère, il impose sa volonté à son neveu
Et il gagne madame en lui disant que son père et son mari et son fils sont d'accord et que par conséquent elle ne peut que s'incliner. Et madame n'a qu'une réaction possible. En pleine galerie, elle inflige à son fils, le duc de Chartres, un soufflet qui, dit Saint-Simon, sera entendu de tous les rangs qui les entourent. En 1693, nouveau ravage du Palatinat, qui est de nouveau pris, ravagé, envahi par les soldats, pillant, brûlant, massacrant, violant. Les restes du père et du frère de madame sont sortis de leur cercueil et traînés par les rues par les soldats français. Cela me fait saigner le cœur. Et encore, écrit-elle, on trouve trop mauvais que je m'en afflige. Les Palatins n'oublieront jamais. Répétons que ça vaut, je crois que ça vaut la peine de l'être répété, que l'on trouve la raison ici de ce langage de madame. Bafouée, voyant ravager son pays, en butte à l'indifférence de son mari, humiliée par les mignons, obligée de marier son fils à une bâtarde, réduite au silence, face à son papier à lettres, elle libère sa fureur et son chagrin. Toutes ces injures, où on a voulu voir simplement du pittoresque, sont une réaction de douleur, la seule riposte qu'elle puisse se permettre. Le roi est principal responsable de ce qu'elle peut endurer. Elle ne peut pas s'attaquer à lui, donc elle s'en prend à son épouse, et qui est son inspiratrice. Cependant, tandis que la verve de madame continue, dans son mariage vient un certain apaisement. Monsieur et madame vieillissent côte à côte, lui bedonnant, rougeoyant, tapageusement accoutré, a toujours la fringale aussi bien des repas que des jeunes garçons, et il perd au jeu des sommes astronomiques, il brûle la chandelle par les deux bouts en enrichissant tous ses collections et tous ses mignons. Entre les deux époux, l'amitié est devenue un tout petit peu revenue. En 1696, madame écrit « Si l'on peut redevenir vierge après n'avoir pendant 19 ans couché avec son mari, pour sûr que je le suis redevenue. » Quant à elle, elle se décrit sans indulgence. « J'ai toujours été laide. Et je le suis encore devenue depuis la variole. Ma taille est de plus d'une grosseur monstrueuse. Je suis carré comme un dé. Ma peau est un rouge tacheté de jaune. Je commence à grisonner. Mon front et mes yeux sont tout ridés. Mon nez toujours aussi de travers. J'ai, sauf votre respect, un derrière effroyable, un ventre, des hanches et des épaules énormes. À vrai dire, je suis une figure affreuse, mais j'ai le bonheur de ne pas m'en soucier. De tous ces défauts, Rigaud arrivera à faire un portrait séduisant que vous verrez dans les galeries voisines. Et les deux époux communient, bien entendu, dans la haine de l'épouse du roi. Et cette attitude de monsieur et de madame n'améliore pas l'atmosphère. Toujours, madame de Maintenon subit les brimades. Je veux dire, madame subit les brimades. Dès que j'entre chez le roi, madame Lordure s'en va. On lui fait faire antichambre. On la fait parfois attendre une demi-heure à la porte de la chambre royale.
Et un jour qu'elle s'y trouve avec le roi et monsieur, ce dernier, un peu naïvement, demande si leur fille, mademoiselle, va venir. Madame en profite pour répondre « Je l'ai envoyée chercher ». Mais comme on me fait toujours attendre une demi-heure pour me faire savoir si j'aurais l'honneur d'entrer, j'ai cru que ma fille aurait le temps d'arriver. Le roi ne dit rien, mais les attentes cessent comme par enchantement. Quant au fils de madame, Philippe de Chartres, il mène joyeuse vie, courant aussi bien les demoiselles d'honneur de sa mère que les filles d'opéra ou les filles tout court. Et quand sa mère essaie de le raisonner, il répond en riant qu'à la différence de son père, lui au moins a le goût des femmes. La paix est signée à Ryswick et madame marie sa fille au duc de Lorraine. C'est enfin un mariage selon son gré. Le mariage est magnifique. Monsieur ressemblait à un arbre d'Aurel tellement il était couvert de joyaux, de pierreries, de rubans. Et madame parle du mariage qui commence bien selon l'épistolière. On m'écrit, écrit-elle, de Nancy, que le duc est excessivement porté sur la bagatelle. Ma fille devait changer d'habit après sa joyeuse entrée, car sa jupe était si lourde qu'elle ne pouvait marcher. Comme elle venait de se déshabiller, le duc entra et fit l'amour avec elle. Elle est déjà bien habituée à la chose qui ne lui déplaît pas autant qu'à moi. Être madame, écrit-elle, est un métier misérable. Si j'avais pu le revendre comme la charge dans ce pays, je l'aurais fait depuis longtemps. Aussi, elle se rapproche de son mari, qui vieillit péniblement, abordant la soixantaine avec mélancolie. Son confesseur lui répète qu'il devient vieux, usé de débauche, gras, court de col, que selon toute vraisemblance, il va mourir d'apoplexie, et bientôt. Il devint, c'est le début d'une citation, il devint triste, abattu, et parla moins qu'à l'ordinaire, c'est-à-dire encore comme 3 ou 4 femmes. Nous avez reconnu la plume de Saint-Simon. Et puis en 1701, débute la guerre de succession d'Espagne. Le roi refuse d'y employer le duc de Chartres, pourtant bon chef de guerre, et cela provoque, le 8 juin, à Marly, une scène extraordinaire, une dispute entre Louis XIV et son frère, auquel le roi reproche les maîtresses de son fils. Et pour la première fois depuis 40 ans, le mouton enrubanné qu'est monsieur se révolte et se met à rebiffer. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait? Rappelez-vous le temps où vous faisiez monter vos maîtresses dans les carrosses de la reine et que les paysans croyaient voir passer 3 reines. Vous avez promis à mon fils un gouvernement, un commandement, rien n'est venu. Alors, ne vous étonnez pas qu'il se console avec des filles. Et la dispute se poursuit dans ce minuscule Marly où tous les éclats de voix passent à travers les cloisons et viennent renseigner les courtisans. Et le soir même, à Saint-Cloud, monsieur veut se consoler de cette dispute en mangeant encore plus qu'à son ordinaire, et au dessert, une apoplexie le frappe. Ce n'est qu'une semaine plus tard que le convoi funèbre va partir pour Saint-Denis. Mais madame n'avait pas attendu pour remplir un dernier devoir envers celui qui avait été si peu son mari. Elle s'est glissée dans son appartement. Elle a ouvert les cassettes où, nouées de rubans, reposaient
les innombrables lettres des mignons. Il y en avait des piles imprégnées de parfums qui lui soulevaient le cœur. Sans regarder, elle a jeté tout au feu. Si l'on pouvait savoir, écrit-elle, dans l'autre monde, ce qui se passe dans celui-ci, monsieur serait content de moi. Elle laisse Saint-Cloud à Philippe, devenu duc d'Orléans, et elle vit à Versailles et à Marly, mais la guerre tourne mal. Et je n'ai jamais vu, écrit-elle, de temps plus malheureux depuis les 35 ans que je suis en France. Philippe d'Orléans, auquel le roi a enfin décidé de donner une armée, est parti en Italie. Mais le roi lui imposait un mentor en la personne d'un maréchal battu qui s'appelle Marsin. Et devant Turin, Marsin impose au duc d'Orléans une manœuvre qui tourne en défaite. Et Orléans doit ramener son armée en France, et quand le roi apprend cela, il répond: ce n'est pas de sa faute, c'est de la mienne. L'année suivante, Orléans prend sa revanche en prenant la ville de Lérida, en Espagne, puis toute la Catalogne. Mais la cour aborde le dramatique hiver de 1709. C'est le plus important froid qu'elle ait subi, qui provoque de la famine, des émeutes. En plus, les conditions de paix formulées par les Alliés sont inacceptables, et Madame se réfugie dans son cabinet avec son écritoire, ses médailles, ses livres dont sa bibliothèque est une encyclopédie de la bonne époque, de cette époque. Le roi envoie sa vaisselle d'or à la Monnaie, mais bientôt, finalement, c'est l'apocalypse qui frappe la famille royale. En un an, on voit mourir le grand dauphin, son fils, le duc de Bourgogne, le fils de celui-ci, le duc de Bretagne. En moins d'un an, 3 dauphins sont morts successivement, laissant le seul espoir d'une couronne à l'arrière-petit-fils du roi, le duc d'Anjou, marié et âgé de 3 ans, qui sera Louis XV. Je vois, écrit Madame, que tous, tant que nous sommes, nous allons mourir les uns après les autres. Ces morts successives réveillent une fois de plus des soupçons de la cour contre Philippe d'Orléans, dont on sait qu'il aime les expériences de chimie, et dont on dit que c'est lui qui fabrique le poison pour éliminer les princes qui le séparent de la couronne. Et le roi songe à un moment donné à envoyer le chimiste de Luc d'Orléans à la Bastille, et il en est déçu, découragé par son chirurgien maréchal qui lui dit: sire, écoutez, j'ai procédé à l'autopsie des différents défunts, il n'y a aucune trace d'empoisonnement. Et à cette nouvelle, Louis XIV adresse à Madame de Maintenon une parole que Madame a conservée. Eh bien, Madame, vous voyez bien que tout ce que vous avez dit contre mon neveu était faux. Et Madame présente Bois du lait à écouter cela. Et puis, dans cette même année 1712, survient tout à coup un coup de théâtre. C'est la victoire de Denain. Denain, c'est juste au nord de Cambrai, où le maréchal de Villars arrive à battre sérieusement l'armée ennemie, et en plus s'emparer de ces provisions qui viennent nourrir les soldats français qui étaient affamés. Le royaume est sauvé.
et la paix d'Utrecht sera favorable. Mais il est saigné à blanc, les finances sont au bord de la faillite. Louis XIV se survit à lui-même, impassible, assurant jusqu'au bout son métier de roi, au milieu d'une cour qui n'est qu'un trompe-l'œil, le décor figé d'une pièce indéfiniment ressassée. Le rituel continue. Le matin, ce qui reste de la famille royale accompagne le roi à la messe, où madame s'endort à son habitude. Mais comme, avec l'âge et l'embonpoint, elle se met à ronfler, alors elle se dispense de la messe. Au souper du roi, au grand couvert, pas un mot n'étant échangé. On se réunit dans le cabinet du roi, on essaie de trouver des sujets de conversation, et madame essaie de détendre l'atmosphère. Elle raconte: je voulais me promener une nuit dans les jardins de Versailles. Le Suisse qui montait la garde ne voulait pas me laisser passer. Je lui dis: bon Suisse, laissez-moi me promener, je suis la femme du frère du roi. Le roi a-t-il donc un frère ? demande le Suisse. Je dis: ne savez-vous pas ça ? Depuis quand êtes-vous au service du roi ? Il dit 30 ans. Je dis: comment ? Vous ne savez pas que le roi a un frère. Mais en fait, on vous fait prendre le mousquet quand il vient. Oui, dit le Suisse, quand on bat le tambour, je prends mon mousquet. Que m'importe pour qui ? Je n'ai jamais demandé au roi je n'ai demandé si le roi a une femme, des enfants ou un frère, cela ne me regarde pas. J'ai fait rire le roi en lui racontant ce dialogue. Et c'est la fin de Louis XIV en août 1715. Il m'a dit adieu, écrit madame, avec des paroles si tendres que je m'étonne encore moi-même de n'être pas tombé carrément sans connaissance. Il m'a assuré qu'il m'avait toujours aimé, et plus que j'avais pensé à moi-même, qu'il regrettait de m'avoir causé parfois du chagrin. Il me pria de me souvenir quelquefois de lui. Le vieux cœur de madame fond. Elle a pardonné. Elle a pardonné l'indifférence et l'égoïsme de son mari, pardonné les humiliations des mignons, pardonné les ravages de son pays, pardonné le mariage forcé avec une bâtarde, pardonné un demi-siècle de chagrin et d'épreuves. Alors la cour quitte Versailles, madame s'installe au Palais Royal. C'était, écrit-elle, le plus déshonnête lieu du monde, car tout le monde y pissoit. Mais la mort de Louis XIV n'a pas atteint la haine de madame de Maintenon, qui est retirée à Saint-Cyr, où, entre parenthèses, elle subira de toute une série de dernières épreuves. Et c'est seulement en avril 1719 que madame peut écrire « La vieille gueuse est crevée ». J'ai dans la tête que ce qui a fait le plus de chagrin à la vieille, etc., en mourant, c'est de laisser derrière elle mon fils et moi en bonne santé. Elle suit le destin de ses petites filles, qui sont peu, comment dirais-je, appréciables, en particulier la duchesse de Berry, qui est gloutonne et débauchée, qui s'est mise en ménage avec un certain Rions, dont madame écrit « Il n'a ni figure ni taille et ressemble à un fantôme des eaux ». Car il est vert et jaune de visage. Il a la bouche, le nez et les yeux comme les Chinois. En somme, c'est un petit drôle affreux, mais il doit être bâti comme un âne. Cela charme toutes les femmes débauchées. Il y a de grandes fêtes au Palais Royal. Madame y assiste.
en grognant quelque peu, mais grogner et critiquer sont maintenant une seconde nature pour elle, devenue énorme et vieillissant péniblement entre son écriture, ses chiens et ses médailles. Mais sa santé se dégrade, malgré un médecin plus intelligent que les autres. Une crise de jaunisse à l'été 1722 la laisse si misérable que tous mes gens, écrit-elle, ont cru que j'en étais au dernier trou de ma flûte. Elle se rétablit cependant et elle a un dernier désir. Elle veut assister au sacre de Louis XV à Reims, pour en même temps pouvoir revoir sa famille de Lorraine qui y viendra et faire la connaissance de ses petits-enfants. Alors son ami, la maréchale de Clérambault, qui était presque nonagénaire et qui avait la prétention de prédire l'avenir, lui dit « Mais écoutez, je sais que je mourrai avant vous. Or, je m'en sens très bien, donc vous pouvez partir. » Et madame se traîne jusqu'à Nancy. Il fallait tout de même 2 ou 3 jours de voyage à ce moment-là. Elle assiste à la grande cérémonie dans une loge d'honneur. Elle fait la connaissance de ses 5 petits-enfants. Il y en aura finalement 13. Il faut noter que madame est la grand-mère de toute l'Europe. Et elle rentre péniblement à Saint-Cloud, ravie mais épuisée. Elle attend sa fin avec résignation et courage. Je n'ai pas peur du tout. Au contraire, je suis très tranquille. Elle chasse les médecins. Vous êtes tous des charlatans. Allez, laissez-moi mourir. Le 19 novembre, elle conclut « Nous verrons ce qu'il en adviendra. Je m'en donne en tout à la volonté de Dieu. Je prie seulement qu'il veuille m'accorder d'attendre ma fin avec patience et d'aller vers une fin bienheureuse. Amen. Voilà ce que je souhaite de la vie, plus que de guérir, car je suis trop fatigué de la vie, chère Louise. » Et le 27 novembre, la maréchale de Clérambault meurt. Et à son fils, le régent, qui ne la quittait plus, « Madame, dit, pourquoi pleurez-vous ? Ne faut-il pas mourir ?» Elle s'éteignit doucement, le 8 décembre 1922, à Saint-Cloud, et Mathieu Marais écrivit dans son journal « On perd d'une bonne princesse, et c'est chose rare. Voilà un deuil pour toute l'Europe. »